Bonjour, ici Myriam Delille et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Aujourd'hui, en manchette, mise au point du gouverneur des Grenadiers de Châteauguay et de la commission scolaire des Grandes Seigneuries suite à l'arrestation de l'entraîneur-chef de l'équipe Midget 3A. Et le message a été très clair et il n'y a pas eu de cachette avec les joueurs. On a vraiment dit aux joueurs qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé la veille. Et par la suite, ils ont eu un soutien remarquable de la part de l'institution scolaire ainsi de la commission scolaire avec le psychologue et les intervenants. La direction d'école, premièrement, a interpellé la commission scolaire pour mettre en place un plan d'intervention, une équipe d'intervention qui est effectivement les services complémentaires aux élèves, prévoient toutes sortes de situations et cette situation, malheureusement, doit être prévue à l'avance. Un nouveau livre pour l'auteur Alexandre Provost. C'est arrivé à un moment où David Saint-Jacques se préparait à aller justement en mission dans l'espace. Puis comme j'avais écrit « Raconte-moi Julie Payette », déjà la maison d'édition m'a demandé d'écrire « Raconte-moi David Saint-Jacques » et d'expliquer dans le livre comment, quel était son parcours pour se rendre justement à avoir une mission qui lui a été proposée pour aller à la Station spatiale internationale. Un concert de Noël festif au profit de l'organisme Grave. La mission de base de l'organisme, c'est de briser l'isolement. Quand ils se sont incorporés en 87, ça fait déjà un peu plus de 30 ans, c'était de briser l'isolement des aînés de Vaudreuil-Soulanges en organisant des repas communautaires. Okay. C'est sûr qu'on s'entend que depuis 30 ans, l'organisme a évolué. On a toujours comme mission de briser l'isolement, mais on a aussi comme mission de s'assurer que les personnes maintenant de 50 ans et plus puissent vivre le plus longtemps possible dans leur milieu. Benoît Perron, gouverneur des Grenadiers de Châteauguay, nous donne un aperçu de la situation au sein de l'équipe depuis l'arrestation de l'entraîneur-chef Jonathan Bussière, qui, rappelons-le, fait face à 5 chefs d'accusation pour des crimes de nature sexuelle sur mineurs. Bonjour, monsieur, gouverneur des Grenadiers. Comment ça va? Est-ce que l'équipe se porte bien aujourd'hui? Oui, elle se porte très bien. Aujourd'hui, ils ont eu un bon entraînement avec leur nouvel entraîneur, M. Lecomte, et on va être prêts pour le match de demain soir. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à la nouvelle et l'équipe? La nouvelle est rentrée mercredi après-midi. J'ai été avisé après la comparution de notre ancien entraîneur-chef, M. Bussière. Et la réaction, c'est sûr, quand tu es au bout de la ligne et on se fait informer de ce fait-là, il y a tout le temps une réaction de surprise. Par contre, par mon travail, j'ai été 30 ans policier. J'ai fait beaucoup de travail en matière d'abus d'enfants. Et je peux vous dire qu'en 2018, il n'y a plus rien qui me surprend. Et puis, comment est-ce que le personnel et les joueurs vivent avec ça aujourd'hui? Écoutez, du moment qu'on a été informé de la situation, on a mis en place une gestion de crise, si vous voulez. Donc, le personnel a été avisé le soir même. Notre staff d'entraîneurs, on les a rencontrés vers 19h, moi et mon président, M. Parent, et on les a informés de la situation. Par la suite, l'école avait déjà été informée par moi-même au cours de l'après-midi. Et il y a eu plusieurs communications entre moi, l'école et la commission scolaire. Et pour gérer la gestion de crise, on s'est entendu pour se rencontrer le lendemain matin à l'école, où à ce moment-là, on a eu une réunion avec les dirigeants de la commission scolaire, les dirigeants de l'école, les psychologues. Et par la suite, les enseignants ont été rencontrés par la direction de l'école pour les informer de la situation. Et par la suite, on a rencontré notre équipe à l'intérieur d'une classe. Et le message a été très clair et il n'y a pas eu de cachette avec les joueurs. On a vraiment dit aux joueurs qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé la veille. Et par la suite, ils ont eu un soutien remarquable de la part de l'institution scolaire ainsi de la commission scolaire avec le psychologue et les intervenants. Les jeunes, à ce moment-là, ont été immédiatement pris en charge par l'établissement. Et les jeunes qui avaient besoin de consulter, qui avaient besoin de parler à ce moment-là, ils ont pu rencontrer des personnes responsables. Et par la suite, on a rencontré, on a notre équipe Midget 3A,
mais on gère aussi tout le programme scolaire au niveau du hockey à l'intérieur de l'école. Donc, on a rencontré tous les athlètes hockeyeurs de notre programme à l'auditorium et on a fait le même travail avec eux qu'on avait fait avec notre équipe. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de prévenir une situation comme ça? Est-ce qu'à l'embauche, il y a des critères particuliers ou c'est vraiment un cas isolé? OK. Des cas comme ça, il en existe malheureusement trop. OK? Le moyen de détecter ça, c'est quasiment impossible. C'est sûr qu'au niveau de la réglementation de Hockey Québec, chaque bénévole qui fait partie d'une organisation de hockey se doit de remplir un formulaire pour vérifier les antécédents judiciaires. Par la suite, ces formulaires-là sont transmis et les vérifications ont été faites. Et dans le cas de M. Bussière, il n'y a rien dans ses antécédents judiciaires qui avait rapport avec des crimes à caractère sexuel. Tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous avez reçu une belle vague d'amour du public, les parents? Est-ce que les gens vous soutiennent à travers cette épreuve? Énormément. Énormément. On a reçu plusieurs messages, que ça soit via notre page Facebook de l'équipe, ma page Facebook personnelle, des courriels. Les gens ont très apprécié la manière qu'on avait géré la situation de crise. Et c'est sûr qu'au niveau de la Ligue, notre Ligue a été derrière nous aussi tout au long de cette crise-là, puis ça a très bien été. Excellent. Puis dites-moi, pour conclure, est-ce que le changement de gestion de l'équipe, est-ce que le nouvel entraîneur, est-ce que ça a un impact au niveau du jeu des joueurs? Qu'est-ce qui est bon? Éric provient de notre programme hockey, il provient de notre structure. Pratiquement 3/4 des jeunes de l'équipe le connaissent. Ils ont déjà eu Éric comme entraîneur-chef. Et je peux vous dire que quand on l'a annoncé samedi au retour de Magog dans la chambre, j'ai vu beaucoup de sourires dans la chambre. Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lecomte. Je suis très fier et honoré d'être le nouvel entraîneur des Grenadiers de Châteauguay. Pour en savoir plus pour moi, veuillez visiter notre site Internet. Bien hâte de vous rencontrer. Ça a fait l'unanimité, ça a mis un baume un peu sur la situation. Effectivement, ça a mis un baume sur la situation. Puis pour nous, mais on regarde en avant maintenant, la tempête est passée. Je peux vous dire que les 3 premiers jours, j'ai été beaucoup sur le téléphone. Et grâce au travail de tout le monde qui a encadré ces jeunes-là, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit notre conseil d'administration, la Ligue Midget 3A, que ce soit l'établissement scolaire, le LPP ou la commission scolaire, ces jeunes-là ont reçu un service là, A1. Bonjour tout le monde. Nous avons en studio Mme Marie-Louise Kernéis, présidente de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Nous allons discuter de la situation en milieu scolaire suite à l'arrestation de l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay. Bienvenue parmi nous. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, oui, aujourd'hui. Oui, donc comment est-ce que la Commission scolaire a réagi à un événement comme celui-là? Bien, de toute façon, effectivement, il a fallu réagir, c'est bien le beau mot. Mercredi, dans la journée, nous avons été tenus au courant de l'arrestation de M. Bussière. Et après le choc reçu, nous sommes tout de suite mis en action. Donc, vous avez un protocole dans ces situations-là? Oui. La direction d'école, premièrement, a interpellé la commission scolaire pour mettre en place un plan d'intervention, une équipe d'intervention qui est effectivement... les services complémentaires aux élèves prévoient toutes sortes de situations et cette situation, malheureusement, doit être prévue à l'avance. Donc, l'équipe d'intervention a été composée de psychoéducateurs, psychologues et travailleurs sociaux. Donc, ça, c'était mercredi dans la soirée. Oui. Ça s'est fait rapidement. Très rapidement. Mercredi dans la soirée, on était en contact et tout était en train de se mettre en place. Jeudi matin, la première étape a été de rencontrer le personnel de la commission de l'école, bien entendu, de Louis-Philippe Paré, puisqu'ils arrivent plus tôt. Donc, c'était l'occasion de les rencontrer pour les informer, pour certains. Les services c'est ça. Et les informer de la situation, parce que c'est pas tout le monde qui était au courant, même si Facebook, etc., tout était parti. On se doute que le message s'est rendu. Et était pas mal rendu, oui. Et puis même pour l'équipe d'intervention, de parler avec les personnes qui sont surprises, parce que M. Bussière était quand même apprécié et connu par des membres du personnel également. Donc, suite à tout ça, les élèves sont arrivés.
Et là, bien entendu, les élèves ont été rencontrés. Les élèves du profil Midget 3, mais également tous les élèves du sport-études. On parle de 250 élèves à peu près qui ont été interpellés, qui ont été rencontrés avec cette équipe. Les membres du personnel de Midget 3 étaient présents également lors de cette rencontre. Et bien entendu, il a fallu expliquer pour certains, eux aussi, la situation, parce que tout le monde là non plus n'était pas au courant, et leur présenter les services qui étaient disponibles auprès d'eux. OK, parfait. Puis, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir, une nouvelle comme celle-là, dans une école, une onde de choc, ou comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est une onde de choc parce qu'on pense toujours qu'on est dans un milieu fermé, on est entre nous, et puis risque zéro, non, ça n'existe pas, risque zéro, malheureusement. Et effectivement, on est une micro-société, l'école, hein, c'est des gens qui viennent de partout, et même si, comme je vous disais, précédemment, pas n'importe, mais les personnes engagées à la commission scolaire, les bénévoles, nous avons une obligation de faire une enquête au niveau des services de police pour s'assurer que les personnes n'ont pas de casier. Mais malgré tout, des choses arrivent en cours d'année. Oui, c'est ça. Comme on disait, la personne a beau avoir un dossier propre, mais c'est ça. Ça ne protège pas tant que ça. Non, effectivement. Puis, est-ce que vous avez eu à gérer aussi au niveau des parents? Est-ce qu'il y a eu des parents inquiets, des téléphones? Bien entendu. Le jour même, un communiqué a été envoyé à tous les parents et de tous les élèves de l'école d'ailleurs, pour leur expliquer ce que nous avons fait et d'autre part leur proposer les services. S'ils remarquaient des réactions différentes de leur enfant, etc., ou des questions que leur enfant pose, de tout de suite appeler à la commission scolaire. Donc leur numéro de téléphone était disponible pour qu'ils puissent questionner. Puis est-ce que là où les personnes touchées par cet événement, est-ce qu'eux ont été pris en charge vraiment officiellement, ou si c'est vraiment juste des choses qui sont offertes, ils n'ont pas vraiment de suivi? Ah bien écoutez, les élèves ou les personnes qui ont désiré rencontrer tous les spécialistes qui étaient sur place ont été rencontrés immédiatement, bien entendu, il y a un suivi mis en place. Mais c'est à la demande, je dirais. Et l'observation aussi, parce que une des raisons pour laquelle on a rencontré les membres du personnel, enseignants et tous les intervenants de l'école, c'était d'observer. De plus observer des jeunes, de voir si c'est ça. Et quelquefois, le changement dans le comportement du jeune, il se passe quelque chose, on va lui suggérer d'aller rencontrer les spécialistes. Donc, pour vous, il n'y a pas vraiment de façon de prévenir ce type d'événement, puisque ce n'est pas de votre ressort. Ce type de personnel n'est pas de la commission scolaire, il faut l'expliquer. Non, c'est un employé de l'équipe de hockey, effectivement, mais malgré tout, comme je vous dis, on ne peut pas jeter la pierre à personne parce que ça peut arriver dans tous les milieux, ce genre de situation, et on ne le souhaite pas, mais l'important, c'est de réagir tout de suite et de soutenir les élèves. C'est les seules choses que nous pouvons faire. Donc, c'est ce qui vous attend pour la suite, c'est au niveau de la prévention et des suivis, observations, c'est ce qui s'en vient pour les prochains jours? Pour tout le temps, de toute façon. Mais bien entendu que quand on vit une situation, on est plus alerté après pour un petit bout de temps. Malheureusement, on se retrouve vite après ça dans nos habitudes, là, mais malgré tout, il y a toujours ce souci-là. Comme je vous disais, on est tous des êtres humains et les travers de la société sont là aussi, les avantages, mais aussi les inconvénients. Et puis aussi, on n'a pas mentionné, mais ce ne sont pas tous les élèves de l'équipe des Grenadiers qui vont à cette école. Donc, il y en a qui appartiennent à une autre commission scolaire. Donc, eux aussi sont pris en charge de leur côté. Effectivement, il y a eu des contacts qui ont été faits tout de suite également avec la commission scolaire New Frontiers et Riverside, parce qu'il y a des élèves qui sont à St. John et les élèves qui sont aussi à Billings. Et qui sont scolarisés donc, dans ces écoles-là, mais qui font partie de l'équipe Midget 3. Donc, bien entendu qu'on s'est tout de suite mis en contact pour effectivement mettre à la disposition aussi effectivement, nos services, ou bien qu'eux le mettent pour leurs élèves aussi. Puis pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, une personne comme Jonathan Bussière, est-ce qu'il y a possibilité dans le futur d'avoir un poste au sein de la commission scolaire? Vous, ça fonctionne comment de ce côté-là? Écoutez, a priori, qui que ce soit qui a un dossier criminel reconnu ne peut être employé à la commission scolaire, ni même bénévole dans les écoles.
Ça, c'est très rigoureux. Ces recherches-là sont faites et puis... Puis on ne parle pas juste d'un comportement au niveau des jeunes. Vraiment, n'importe quel type de dossier criminel va être refusé. On va se dire qu'un dossier criminel, oui, bien entendu, et quelqu'un qui a pris un ticket de vitesse, non, on ne parle pas de la même chose. Ouais, okay? C'est pas la... Non, bien, c'est ça. Le risque, on regarde le risque, bien entendu. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé la situation. Puis on espère se reparler prochainement dans les meilleures conditions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Après avoir publié « Raconte-moi Julie Payette » en 2015, voilà que l'auteur de Mercier, Alexandre Provost, récidive et publie « Raconte-moi David Saint-Jacques ». Reçu en studio, il nous résume le sujet de ce nouveau livre. Bonjour tout le monde. On a le plaisir d'avoir en studio Alexandre Provost, qui est un auteur de Mercier. Donc, Alexandre qui vient de publier tout récemment le nouveau livre « Raconte-moi David Saint-Jacques ». Dis-moi donc, c'est arrivé comment ce projet-là pour toi? C'est arrivé à un moment où David Saint-Jacques se préparait à aller justement en mission dans l'espace. Puis, comme j'avais écrit « Raconte-moi Julie Payette », déjà, la maison d'édition m'a demandé d'écrire « Raconte-moi David Saint-Jacques » et d'expliquer dans le livre comment, quel était son parcours pour se rendre justement à avoir une mission qui lui a été proposée pour aller à la Station spatiale internationale. OK. Puis c'est quoi qui t'a marqué le plus de cet homme-là? Tu apprends à le connaître assez... Bien, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, dans le sens que David Saint-Jacques, moi, ce qui m'impressionne, c'est que, premièrement, il est ingénieur de formation. Par la suite, il a fait une maîtrise en astrophysique. Puis pour finalement travailler, à chaque fois, il est allé travailler là, comme ingénieur, il est allé travailler. Par la suite, comme astrophysicien, il est allé travailler aussi. Puis il a finalement décidé de retourner aux études pour devenir médecin. Alors par la suite, un parcours. Vraiment un parcours super intéressant. Puis il est allé par la suite, il a appliqué pour devenir astronaute à l'Agence spatiale canadienne, puis il a été accepté. Tout un homme, tout un homme. Ouais, puis justement, un peu la même chose pour Julie Payette, qui est assez reconnue aussi, puis elle aussi qui a un parcours assez impressionnant. Dis-moi, est-ce que... parcours. Oui, c'est ça. Vraiment impressionnante aussi. Est-ce que c'était plus facile de tomber dans celui-là, puisque tu avais déjà un peu ton modèle d'établi pour la rédaction? Est-ce que le deuxième était plus rapide? C'est complètement différent, en fait, parce que c'est sûr que ça m'a aidé parce qu'il y a des notions sur le domaine de l'espace puis de la conquête spatiale que je maîtrisais un peu plus. Exactement. Je savais où chercher mes informations, j'avais un peu plus j'avais plutôt développé ma méthode de travail, en effet. Mais ce qui est différent, c'est que Julie Payette, elle avait déjà, au moment où le livre a été publié, c'est qu'elle avait déjà participé à 2 missions spatiales, alors que David Saint-Jacques, sa première mission, il part le 3 décembre 2018. Donc lui, c'est vraiment le parcours, comment il en est arrivé à participer à une mission. Alors que Julie Payette, c'est plutôt comment elle a, oui, justement, été acceptée comme astronaute. Puis par la suite, ces 2 voyages dans l'espace. Ouais. OK, parfait. Puis dis-moi, raconte-moi un peu ton processus de rédaction. Là. Comment on fonctionne, parce que c'est quand même particulier. Tu as des faits à vérifier et tout ça. La personne a beau te raconter des belles choses, mais c'est quoi le processus? Oui. Bien, ce qui est le fun avec le domaine des astronautes, ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, ils travaillent pour le gouvernement canadien. Hein. Donc, tout ce qui est fait, tout ce qui est raconté à leur sujet est public. Donc, tout leur processus, il est bien documenté, par exemple, sur le site de l'Agence spatiale canadienne, parce que c'est de l'information publique. Donc, c'est quand même, je dirais, assez facile de faire des recherches, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet qui est vérifié parce que ce sont en fait des fonctionnaires du gouvernement canadien, des scientifiques. Donc, tout ce qui est scientifique est très cartésien, tout est bien documenté. Oui. Alors, pour faire de la recherche, c'est intéressant parce que moi, en tout cas, de la façon que je fonctionne, moi, c'est que je vais chercher beaucoup de contenu, puis après, je trie pour en faire le meilleur récit possible, pour aller chercher ce qu'il y a vraiment de plus, mettons, de plus spectaculaire ou de plus intéressant. Puis j'essaie d'en... Exactement. Puis j'essaie toujours, évidemment, de trouver quelque chose qui va intéresser les jeunes lecteurs. Oui, parce qu'il faut dire que ce sont une série, la série au complet, elle est dédiée aux plus jeunes. Exactement. Je dirais que c'est des lecteurs là, principalement entre 8 et 12 ans.
Puis c'est une super belle collection parce que c'est tous des personnages, des sujets super intéressants qui ont accompli différentes, de grandes choses, qu'on pourrait dire, dans différents domaines. Dans le domaine sportif, dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique. Puis il y a aussi des événements importants comme le Métro de Montréal, les Jeux olympiques de Montréal, l'Expo 67. Donc c'est vraiment une belle collection qui est inspirante pour les jeunes lecteurs. Puis, il y a beaucoup de choses à apprendre au fil de ces lectures-là. Donc c'est des lectures qui ont une vocation d'inspiration pour les jeunes. Puis c'est quand même facile à lire aussi. On parle ici 130 quelques pages, 130 Ça quelques se lit pages. très bien. Ça se lit très bien. Si je me réfère à ma fille actuellement qui est en train de lire le Harry Potter, elle a déjà lu à peu près 1200 pages. Oh mon Dieu, OK. Puis, alors ça, une lecture comme ça, elle a lu peut-être 1200 pages en quelques semaines à peine. OK. Alors ça se lit très bien. Une journée, c'est En fait. effet. Ah oui, c'est sûr qu'une journée, ça, c'est fait. Excellent. Puis dis-moi, ce serait quoi tes prochains projets? Est-ce qu'il y a d'autres tomes de la collection pour toi? Pas pour l'instant, mais je travaille sur une présentation de projet pour la maison d'édition Petit Homme, en souhaitant qu'ils l'acceptent, mais ça serait un autre domaine, en fait. Ça serait plutôt dans le domaine des arts visuels. OK. Pour l'instant, je travaille sur la présentation puis proposer le projet. Bien, super. Puis là, si je comprends bien aussi, c'est le Salon du livre en fin de Oui, semaine. en Donc, effet, c'est les le gens Salon du peuvent livre. aller t'y voir. Puis tu me disais que tu aimais vraiment ça, le Salon du livre. C'est une belle expérience Oui, pour c'est toute une la belle famille. expérience. Parle-moi un peu de qu'est-ce que tu vas chercher là-bas. Bien, il y a vraiment une belle énergie là-bas. Les gens sont heureux d'être là. Il y a un paquet de livres. Il y a des... Je ne sais pas combien de livres il peut y avoir d'ailleurs, mais il doit y avoir au moins 1 million de livres. Puis les jeunes, bien, ils fouillent un peu partout. Il y a de la BD, il y a des romans, il y a toutes sortes de trucs. Il y a des livres historiques. Puis il y en a pour tous les goûts. Puis, comme je disais, il y a une belle ambiance. Puis il y a moyen de faire des découvertes, il y a moyen de rencontrer les auteurs. Il y a même moyen de rencontrer des sujets. Je pense que justement, dans la collection, là, j'oublie le nom, mais je sais qu'il y a des sujets de la collection Raconte-moi qui vont être aussi sur place pour OK. dédicacer les livres, donc avec les auteurs. C'est intéressant. Ça vaudrait la peine d'aller voir sur le site web ou la page Facebook des éditions Petit Homme, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. OK. Mais c'est vraiment un beau moment à passer en famille. Puis en plus, pour les fêtes qui s'en viennent, ça fait des beaux cadeaux de Noël. Oui, tout à fait. Donc, petite recommandation pour le temps des fêtes pour les gens qui ont des ados, finalement. Donc, ce serait une très bonne idée. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été C'est moi qui vous avec remercie. nous. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer et de m'accueillir ici. L'organisme GRAVE, le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges, présente un concert bénéfice ce vendredi 16 novembre. Un concert qui mettra en vedette la célèbre formation Tocadéo. Nous avons reçu la directrice générale, Mme Marie-Christine Floch, qui nous explique la mission de l'organisme. Bonjour tout le monde, on est avec Mme Marie-Christine Floch, directrice générale du GRAVE. Le GRAVE qui est le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et de Soulanges. Donc, on va parler évidemment du spectacle bénéfice qui va avoir lieu sous peu, mais en fait, pour les gens qui me connaissent un peu moins, peut-être nous expliquer qu'est-ce que la mission du GRAVE? La mission de base de l'organisme, c'est de briser l'isolement. Quand ils se sont incorporés en 87, parce que ça fait déjà un peu plus de 30 ans, c'était de briser l'isolement des aînés de Vaudreuil-Soulanges en organisant des repas communautaires. OK. C'est sûr qu'on s'entend que depuis 30 ans, l'organisme a évolué. On a toujours comme mission de briser l'isolement, mais on a aussi comme mission de s'assurer que les personnes maintenant de 50 ans et plus puissent vivre le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Alors, on les accompagne, on les informe, on les soutient dans leur cheminement. Pourquoi 50 ans et plus? Parce que de plus en plus maintenant, on travaille en amont, on travaille en prévention de problématiques qui pourraient surgir pour qu'on les prépare après, à plus long terme. Aux étapes à venir. C'est ça, à connaître. Et aussi, bien, on a des gens, des fois, de 50, 52, 55, qui ont des problématiques de santé, perte cognitive, qui ont des besoins particuliers. Quel genre de programme ou d'activité que vous avez pour ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur proposez? Bien, le programme, les activités, c'est sûr que quand on parle de logement social, les activités qu'on va faire, c'est selon leurs besoins à eux aussi. Donc, souvent, on va chercher des conférences. Bon, des fois, on a des problématiques de communication.
comment ils communiquent entre eux là, dans un logement social parce qu'ils se retrouvent à plusieurs dans une salle. Donc, on va aller chercher des conférences sur comment communiquer, comment parler aux autres. On va parler d'intimidation, on peut parler de maltraitance aussi, là, parce que le Grand Rassemblement des aînés est promoteur du projet SAVA, qui soutient aux aînés victimes d'abus sur le territoire de la vallée du Mont-Saint-Laurent. C'est plus connu. Oui, là, mais... c'est ça. Donc, on parle pas juste de maltraitance, mais on parle, c'est quoi la bientraitance pour amener à réaliser que quand on traite bien quelqu'un, bien, on a des bénéfices d'être bien. Et tout le monde va en bénéficier dans la communauté aussi. On travaille aussi au niveau du logement social. Bien, on va organiser des Olympiades. On organise des Olympiades pour l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, tous les organismes, bon, OBNL d'habitation, coopérative ou Office régional d'habitation, bien, on invite tout le monde. Parce que l'objectif aussi, c'est de faire découvrir d'une municipalité à une autre, que des gens puissent créer des liens. Puis ça marche. Il y a des gens d'un endroit qui ont créé des liens avec des personnes d'un autre endroit qui ne sont pas du tout dans la même municipalité. Ils continuent de se voir. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Puis ça les fait sortir. Oui, ça ouvre les horizons. C'est ça. Ils font des activités, on a des jeux de poche, on a... c'est sûr que ce pas des Olympiades, des grosses Olympiades, mais c'est des activités qu'eux ont l'habitude de faire dans leur résidence, à leur endroit. Et, donc, ils sont familiers quand même. Ils se pratiquent. Oui, ils se pratiquent pour être les meilleurs là, quand ça va être des Olympiades. On a la cabane à sucre aussi qu'on organise avec eux pour vraiment rassembler les activités incontournables. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'activité principale, bon, c'est on a 7 comités de repas partagés sur le territoire. Donc, c'est des bénévoles qui préparent les repas. Peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'on a la difficulté, comme partout ailleurs, à recruter des bénévoles. Oui. Donc, souvent, ils vont prendre des traiteurs. L'objectif est le même. Oui, c'est de créer des lieux de rassemblement puis Alors, de discussion. Ils vont jouer aux cartes, ils vont danser, ils vont manger. C'est une activité de jour. Parce que souvent, ces gens, on pourrait dire, oui, ils pourraient aller à l'âge d'or le soir. Mais ces gens-là, souvent, qui participent au repas partagé, ne veulent pas nécessairement sortir le soir. Pour toutes sortes de raisons, ils ont de la difficulté à boire, à conduire. Donc, ils aiment ça la journée. Donc, c'est un équilibre, là. Il y en a qui font tous les comités de repas partagés. C'est à peu près 6050 repas par année qui sont servis dans ce territoire-là. C'est sûr que les autres activités, c'est plus l'intervention des milieux. Là. Donc, j'ai un intervenant qui fait du repérage, qui se promène là, dans divers lieux pour justement c'est plus précis, plus ciblé. C'est ça, pour repérer des gens. Si on se fait référer, il y a quelqu'un qui nous appelle à dire « Moi, j'ai mon voisin, je suis inquiet. Je comprends. Il vit des choses. » C'est sûr qu'on n'ira pas frapper à la porte. Là. Non. On va mais faire ça arrive, il y a des gens qui communiquent avec vous pour vous diriger vers quelqu'un dans le besoin. Là, on trouve des façons d'entrer en contact avec la personne puis pouvoir travailler avec cette personne-là. Pour tous ces gens-là, bien, vous faites des activités bénéfices, des campagnes de financement, dont le spectacle du 16 novembre qui aura lieu au théâtre Paul-Émile Meloche. Puis parlez-moi un peu de ce spectacle-là. Tocadéo, une formation assez connue aussi, de la belle musique du temps des fêtes. Oui. Dites-moi en plus. Tocadéo, nous les avions fait venir en 2007, mai 2007 pour notre 30e anniversaire. Les personnes avaient été surprises, avaient été heureuses. Des personnes très généreuses qui viennent offrir un spectacle. Donc, on s'était dit, on aime Noël, on va les faire revenir, parce qu'il y en a qui nous l'avaient demandé ici. Est-ce que vous pensez les faire revenir pour une autre occasion? Bon, on ne voulait pas refaire revenir le même genre de spectacle. On s'est dit, on va en profiter pour Noël. Je pense que la période de Noël, c'est une belle période pour venir partager là, un moment. S'offrir à nous un beau cadeau, un beau spectacle et en même temps contribuer à nous aider, le Grand Rassemblement des aînés, à aider le plus de personnes possible sur notre territoire. C'est ça notre... C'est une très belle idée. Donc, on donne rendez-vous aux gens. Les billets sont disponibles oui, les billets sont disponibles via le site Internet www.legrave.com, PayPal. Sinon, de téléphoner au bureau directement là, pour... Il va y avoir des billets à la porte aussi également. Oui, on va en garder à la porte, pas de problème. Excellent. Bien, on note ça à notre agenda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maintenant, pour les nouvelles en bref. Le comité de la fête des citoyens de Beauharnois tiendra une soirée casino le 24 novembre. L'événement bénéfice original aura lieu au centre multifonctionnel de l'école Notre-Dame-de-la-Paix à Nolocheville. Les billets pour la soirée casino sont en vente au coût de 20 $ à l'Hôtel de Ville de Beauharnois, à la confiserie Clémex du chemin Saint-Louis, ainsi qu'auprès des membres du comité. Cette fin de semaine, le public est invité à entamer ou poursuivre leurs emplettes du temps des fêtes au marché de Noël de Rigaud.
Artistes, artisans et producteurs locaux vous donnent rendez-vous au 10 rue Saint-Jean-Baptiste de 10h à 16h samedi et dimanche. De son côté, le Cercle de fermières de Sainte-Clotilde tiendra la première édition du Salon annuel des métiers d'art les 17 et 18 novembre, de 9h à 17h au centre communautaire du 824 Rampe 2 à Sainte-Clotilde. C'était Myriam Delisle, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.